c'est donc un jour de réunion pour le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne avec une communication attendue en début d'après-midi. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup. Vous avez écrit votre traditionnelle note juste avant la réunion de la BCE. Si je traduis votre état d'esprit, Frédéric, c'est l'idée que chat échaudé craint l'eau froide et qu'il faut peut-être mettre un peu de côté les aspects macroéconomiques pour comprendre aujourd'hui et depuis quelques mois maintenant le discours et la volonté affichée par la Banque Centrale Européenne de normaliser le plus rapidement possible. Oui, surtout après deux réunions qui ont été un peu surprenantes, de par le ton en tout cas et de l'accélération, comme vous venez de le dire, du rythme de normalisation monétaire, alors même qu'on faisait déjà face à une incertitude très élevée en Ukraine, qu'on est toujours dans cette situation d'entre-deux, malheureusement, et qu'on ne sait pas s'il y aura un embargo total sur l'énergie, ce qui changerait le scénario de la BCE. Aujourd'hui, après des décisions qui ont été prises, et notamment le fait que le rythme des achats de dette au troisième trimestre, ce qui est crucial en réalité pour toute la séquence ensuite de la normalisation, ce rythme est devenu dépendant des données dans le communiqué de la BCE. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de prendre une décision aujourd'hui qui irait dans un autre sens ou qui accélérerait encore ce rythme. Il sera dépendant des données. Les données sont ce qu'elles sont. Elles sont pour le moment de façon sans aucune ambiguïté négative pour l'activité et négative pour l'inflation. C'est un arbitrage que la BCE devra faire dans les semaines qui viennent. On a compris que la pression politique sur le Conseil des gouverneurs était monumentale aujourd'hui pour resserrer la politique monétaire. Ça restera l'objectif. Mais vous aurez, je pense, toute la série des adjectifs qualificatifs, graduels, flexibles, optionnalité, qui seront à nouveau collés au communiqué. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il ne devrait pas changer. Je reste prudent, j'ai eu tort sur les deux dernières réunions de la BCE. Oui, quand vous dites je reste prudent, le risque, c'est d'avoir une tonalité toujours plus agressive, y compris après quasiment 2 mois de guerre en Ukraine et de crise géopolitique. Oui, mais je pense qu'encore une fois, la situation a changé après les décisions qui ont été prises. Le marché anticipe une hausse de taux en septembre. Pourquoi pas d'ailleurs peut-être dès le mois de juillet. Il n'y a pas d'intérêt à la BCE d'accélérer ce mouvement et ce rythme, en tout cas de la perception des marchés, elle est ce qu'elle est. Ce que je pense, en revanche, c'est qu'on aura une forme de hawkishness passive, d'agressivité passive, si vous voulez, dans le sens où Christine Lagarde ne devrait pas aller à l'encontre de ce pricing de marché, de ces anticipations, et du coup peut-être implicitement valider l'hypothèse d'une remontée des taux dès le mois de septembre. C'est le scénario central, ça ne changerait pas grand-chose, et encore une fois, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de prendre un engagement plus ferme compte tenu de l'incertitude à laquelle on fait face, notamment bien sûr en Ukraine. On sait que parmi les objectifs officieux de la Banque Centrale Européenne, qui la distingue notamment des objectifs de la Fed, il y a l'idée de préserver l'euro, comme on le disait à l'époque, et notamment de préserver la zone monétaire d'une fragmentation trop importante en termes de coûts de financement, notamment pour les États. Vous le disiez, Frédéric, l'arrêt des achats nets d'actifs de la Banque Centrale Européenne, c'est la condition sine qua non préalable à la normalisation future du taux de dépôt. Est-ce que dans l'état actuel du monde, est-ce que le marché obligataire européen, quand on fait les maths, est-ce que ce marché peut se passer aujourd'hui des programmes d'achat d'actifs nets de la Banque Centrale Européenne ? En tout cas, vous avez cité les deux facteurs de risque. L'euro est trop faible probablement aujourd'hui. En tout cas, il importe de l'inflation supplémentaire et aggrave le problème qu'on a face au choc énergétique. Est-ce que la BCE peut faire quelque chose là-dessus ? Pas vraiment, si ce n'est valider ces anticipations de marché d'une remontée des taux d'intérêt et en espérant que côté Fed aux États-Unis, ces anticipations se tassent quelque peu et peut-être que l'euro-dollar en tout cas ne baisse plus. Il y a la grande inconnue des élections françaises, mais là non plus, la BCE ne peut absolument rien faire pour le moment et ne doit rien faire d'ailleurs. Et puis il y a les spreads périphériques, c'est plus important je pense, qui se tiennent bien aujourd'hui. Je pense qu'il y a une forme de complaisance malgré tout, parce que l'hypothèse implicite des marchés, c'est que si on avait un choc en France, des tensions qui ressurgissent d'ici l'année prochaine en Italie, ou des spreads qui s'écarteraient de manière plus naturelle parce que les taux remontent partout, y compris les taux allemands et français, et bien dans ce cas-là, l'hypothèse des marchés, c'est que la BCE interviendrait, comme toujours, j'allais dire, depuis 2012. Il y a, je pense, un gros risque à ce scénario de deux sortes, de deux aspects. Le premier, c'est qu'il n'y a aucun accord et aucune forme de consensus à la BCE sur le seuil d'intervention. Quel est le seuil de douleur pour un spread italien, 200 points de base, 250 points de base ? Personne ne le sait et il n'y a pas d'accord à la BCE, donc probablement un risque de ce côté-là. Et puis si la BCE intervenait,
il y aurait un risque légal également, parce qu'on est dans une situation complètement différente des précédentes. On a trop d'inflation, au contraire d'une désinflation, et donc la justification, je pense à la Cour constitutionnelle allemande, serait difficile à trouver pour avoir un nouveau programme de rachat d'actifs dans ce cadre-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de risques, et que peut-être dans ces cas-là, la BCE peut revenir à une règle de base, qui est de ne pas en dire trop, de laisser planer cette forme d'ambiguïté constructive, chère au président précédent également. Et je pense que le moins on en saura aujourd'hui de la part de Christine Lagarde sur un programme d'achat, le mieux ce sera pour le marché. Et donc, effectivement, du point de vue des derniers mouvements de marché qu'on a pu observer sur l'obligataire, c'est-à-dire l'idée que la correction obligataire a été mise en pause ces derniers jours, c'est vraiment quelque chose de très récent. Frédéric, vous dites qu'il ne faut pas prendre ce signal pour acquis. Non, certainement pas. On a une conjonction d'événements qui font d'abord le chiffre d'inflation aux États-Unis pour la première fois depuis l'été dernier n'a pas réellement surpris à la hausse. Au contraire, on a plutôt quelques formes d'apaisement dans les tensions, notamment les véhicules d'occasion et autres. On a l'idée qu'on a enfin atteint le pic d'inflation aux États-Unis. Ce n'est pas le cas en Europe. Et puis on a aussi l'idée que toutes les banques centrales, on a eu le Canada, la Nouvelle-Zélande qui ont monté les taux de 50 points de base, on a cette forme d'action très agressive initialement, et que les choses vont ensuite se décanter et se faire de manière plus graduelle. C'est une hypothèse, c'est d'ailleurs aussi notre scénario central, mais c'est certainement pas acquis pour le marché obligataire. On peut encore avoir des grosses formes de pression et de stress, notamment parce que le quantitative tightening, la réduction du bilan de la Fed, lui, n'a pas commencé. Question politique, Frédéric, question de marché au regard des enjeux politiques de l'élection présidentielle française. Et c'est vrai que quand on est les locaux de l'État, on se dit qu'on a peut-être une finesse d'analyse un peu supérieure à celle des investisseurs globaux, mais je mets beaucoup de prudence par rapport à cette vérité, entre guillemets. Est-ce que le marché, représenté par les investisseurs globaux notamment, Frédéric, sait mettre un prix sur le risque, et je dis risque en toute neutralité, sur le risque d'une présidence Marine Le Pen qui succéderait à celle de la présidence d'Emmanuel Macron? Je ne crois pas, et je crois qu'il y a là aussi une forme de complaisance, on ne sait pas. La situation est tellement différente d'il y a 5 ans, je pense que c'était pour ma part en tout cas une des prévisions les plus faciles à faire de ma carrière il y a 5 ans, de simplement dire que Macron allait gagner. C'est beaucoup moins sûr aujourd'hui. Et en plus, en termes de spread français, sur l'OAT française, il y a une série de facteurs qui font que notamment les investisseurs étrangers, les Japonais, sont très exposés. Je ne pense pas que les prix révélés par le marché soient effectivement un reflet juste du risque d'un vote extrême. On a évidemment les yeux rivés sur les sondages. Alors, à la marge, l'aspect le plus positif, je pense, c'est que malgré tous les risques et tout ce qu'on a pu commenter sur la campagne ou l'absence de campagne du président sortant, il y a une forme de momentum plus positif. Le fait de comparer 2 sondages équivalents, Ipsos par exemple, entre vendredi et hier, avec un gain de 2 points dans les sondages pour Macron, c'est malgré tout une tendance qui est favorable. La grande question, c'est l'abstention. Le débat télévisé, tout le monde va surveiller ça. Je pense que le stress va rester relativement important, et que si ce n'est pas le cas, il y a également là un risque de complaisance avant le deuxième tour. Et quand vous dites risque de complaisance ou risque d'erreur, Frédéric, quel est-il? C'est le risque que le marché croit trop fortement que c'est un remake de 2017 et que donc Macron, dans les paris qu'on peut regarder, Macron l'emportera? Ou est-ce que le risque, et c'est un raisonnement qu'on entend, est de dire, après avoir encaissé Trump, après avoir encaissé Brexit, on peut se souvenir également de l'épisode Tsipras en Grèce, qui avait généré quand même beaucoup de perturbations. Finalement, tous ces événements ont été des parenthèses qui, en tout cas, n'ont pas conduit à des scénarios catastrophistes. Est-ce que ça, c'est un raisonnement qui est appliqué aujourd'hui aussi à l'idée d'une présidence Marine Le Pen? Oui, je crois que tous ces arguments sont valides. Et puis, paradoxalement, le risque était perçu dans le marché parfois comme plus élevé il y a 5 ans. Ce qui est faux. Aujourd'hui, le risque est plus élevé, probablement. Et ce que j'entends comme argument, c'est qu'également, même si Le Pen gagnait, elle n'aurait absolument aucune majorité au Parlement. Elle ne pourrait pas mettre en place ses mesures et son programme. Et derrière, tout irait bien et tout se calmerait. La BCE interviendra s'il fallait. Je pense que tous ces arguments sont discutables. Et donc, pour toutes ces raisons-là, le prix, encore une fois, le risque, la probabilité d'une victoire de Marine Le Pen au second tour, telle que reflétée dans le marché obligataire, est sous-estimée. Merci beaucoup Frédéric, merci pour ces éléments d'analyse et de perspective de marché. Frédéric Ducrozet qui est avec nous chaque jeudi en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management.